ma fille m'a appelé. Ma fille m'a appelé, donc je l'ai pas eu en communication, donc je l'ai rappelé. Et il était 23h. Donc bon, il est 23h, c'est quand même une heure tardive. Je m'inquiète, je me dis, moi, tiens, il doit se passer quelque chose. Je vais l'appeler pour savoir ce qu'il se passe. Et j'appelle pour savoir ce qui se passe et il s'avère que il se passe rien du tout. Elle voulait savoir si elle pouvait, à quelle heure je venais la chercher demain. Je pense que ça pouvait attendre demain matin ou envoyer un simple SMS pour me demander à quelle heure je viens demain. Demain matin, ça aurait été plus judicieux parce que selon l'heure à laquelle je vais me coucher ce soir, ça déterminera l'heure à laquelle je vais me réveiller demain. Voilà, donc voilà, donc en fait, oui, je disais ça parce qu'après, c'est moi qui la rappelle, puisque j'ai vu son appel en même temps, et je lui dis au téléphone, mais pourquoi tu m'appelles? En pensant à l'appel d'avant, puisque j'ai raté l'appel. C'est pour ça que moi j'ai rappelé, c'est que j'ai vu un appel en absence. Et, donc voilà. Donc demain, j'irai la chercher en fin de journée. Je ne sais pas si moi j'aurai terminé ce que je souhaite faire. Mais bon, j'aurai avancé, je dirais, dans ce que je souhaite faire. J'aurai avancé dans ce que je souhaite faire. Voilà. Donc voilà. C'est pas ça que je voulais voir. Donc je vais me fier à quelque chose d'un peu similaire en termes de territoire d'intervention. Et je pense qu'en termes d'intervention sur les SMR, c'est ça qui doit se rapprocher le plus de ce que je veux faire. Donc bon, quand je fais comme ça un document de ce type, donc c'est un diagnostic que je fais. C'est un diagnostic que je fais qui est par rapport à mon offre de service qui est donc gratuite, donc offert aux clients. Après, c'est aux clients soit d'en prendre connaissance et puis d'en extraire une plus-value. Voilà. Et là, ça me prend à peu près 20 heures, en moyenne 20 heures pour faire un document de ce type. 20 heures, c'est quand même assez... Donc je lui disais oui, j'irai la chercher demain. Après qu'elle soit allée voir, puisqu'elle voulait aller voir le match de foot de son cousin. Et ça, il y en a deux. Non, les deux, c'est aussi je reconnais que quand j'ai des structures un peu similaires, mais là je suis sur un territoire sur lequel j'ai travaillé auparavant, mais sur lequel là je n'ai pas travaillé récemment. Donc c'est un territoire que j'ai à découvrir en termes de données chiffrées, d'infrastructures et tout, que j'ai à découvrir.
je crois que j'ai cette mauvaise habitude de dire donc voilà quoi à chaque fois que je termine, mais je m'écoute là et puis je me dis voilà. Après, quand j'arrive comme ça sur un site pour intervenir, il y a différents éléments. Et ça, on apprend ça en sociologie du travail. En sociologie du travail, vous avez toujours des facteurs comment dire ça, favorables qui favorisent le travail. Et puis, vous avez toujours des agents un peu réfractaires au changement, réfractaires à la nouveauté. Bon, là, moi, sur ce site, c'est un peu une nouveauté passagère. Voilà, puisque j'interviens sur une durée déterminée sur ceci. Mais on a différents clivages, je dirais, qui favorisent ou favorisent un peu moins, je dirais, l'activité ou des projets qui sont proposés ou mis en place. Bon, il faut en prendre connaissance et en avoir conscience aussi de cela. C'est là qu'on peut comme ça être confronté à des éléments qui ne sont pas totalement dans l'adhésion du projet. Après, bon, l'offre de service est construite de cette manière. Et puis j'y tiens parce que c'est aussi la part de conseil, je dirais, de l'activité, puisque l'activité comprend aussi une part de conseil, elle comprend aussi une part de gestion des risques. La gestion des risques, ce sont toutes les mesures de nature diverse qui sont mises en œuvre de manière préventive, tout particulièrement pour pouvoir réduire le risque. Le risque étant l'événement désirable ou indésirable, mais qui va impacter l'activité d'un service. Les événements indésirables doivent être tracés, puisque ça rentre dans le cadre d'un système d'amélioration continue. Et ces événements indésirables, il faut déjà pouvoir les repérer, les analyser, les tracer et y mettre en place des mesures pour pouvoir pour ne pas que ces événements puissent se reproduire régulièrement. Donc voilà. Je pense que je classerai ce diagnostic un peu en matière de gestion des risques de manière à la fois préventive, puisqu'il s'agit là en l'occurrence de pouvoir peut-être repérer certains éléments de fonctionnement sur lesquels on peut y mettre des pistes d'amélioration, d'amélioration de service. Je pense que généralement les hôpitaux sont assez carrés dans leur fonctionnement. Généralement les hôpitaux sont plutôt très très carrés même, je dirais, dans les fonctionnements. Tout est très hiérarchisé, normalisé, nomenclaturé. Voilà. Donc après on a le service social est un pan de la prise en charge hospitalière qui pendant longtemps a été peu valorisé. L'assistante de service social, pour les services où il y avait une assistante de service social, était plutôt reléguée à un second plan et peu entendu, peu écouté. Et donc, il y a plusieurs lois qui ont un peu modifié la donne, et ça c'est en 2000, dans les années 2000, je dirais. Il y a la loi de 2002 tout particulièrement qui est sur les droits des patients,
la donne. Et puis, en portant attention tout particulièrement aux besoins du patient, finalement, ils ont positionné le service social dans un rôle central, puisque la fonction de l'assistante sociale, c'est justement l'écoute et le recueil des données d'information, le projet de sortie. Voilà, ça s'intégrait totalement à nos missions à nous, ce qui fait que on est passé de l'assistante de service social qui est en second plan à l'assistante de service social qui arrive à un plan important dans l'équipe médico-sociale en place. Et puis il y a eu la réforme de l'évaluation par la Haute Autorité de Santé qui a été voilà, achevé, je dirais, d'accomplir cette transformation du service social et de l'action sociale et qui a permis voilà, de positionner le travail social sur un domaine qui devient autant comme ça avait été pensé par le docteur Cabot. Le docteur Cabot est un docteur généraliste qui a été précurseur puisqu'il a estimé, un des premiers docteurs a estimé que le travail social, que les facteurs psychosociaux que vivaient ces patients étaient aussi importants que les symptômes somatiques dont ils souffraient et que les données, donc les facteurs psychosociaux, notamment sur des maladies comme, comment j'oublie le nom de la maladie, j'ai oublié. Disons que c'est les pathologies qui peuvent être liées notamment au contexte de vie, à la promiscuité dans des lieux de vie exigus, à la qualité ou la mauvaise qualité du logement, de l'habitat. Et donc en fait, il a estimé que ces éléments d'information étaient essentiels dans la prise en charge et que si certes il aura beau soigner sur le plan somatique, en tout cas essayer de soigner les personnes de leur pathologie, mais en fait s'ils sont dans le même environnement où cette pathologie s'est développée, son travail serait bien vain. Et ainsi, il a estimé indispensable d'avoir dans son cabinet une assistante de service social qu'il rémunérait pour pouvoir s'occuper, avec qui il faisait les entretiens, je précise, pour pouvoir s'occuper des patients. Et donc ça marque une prise en compte essentielle du travail social. Et puis nous, l'évaluation de la Haute Autorité de Santé. Vous savez, dans les items d'évaluation, tout est item sur le patient au cœur du soin. Le patient a-t-il été informé? Le patient a-t-il été écouté? Le patient a-t-il... Voilà. Tous ces éléments mettent en avant, je dirais, ou formalisent le positionnement prioritaire du service social dans le cadre du projet thérapeutique.